National du Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13 heures dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Le gouverneur de Ségou en visite au poste de sécurité de Bla sur la route de Koutiala, un site qui vient de faire l'objet d'une attaque. L'on déplore des dégâts matériels. Le gouverneur a salué la promptitude des FAMA et les invite à plus de vigilance. Le 7 avril prochain sera commémoré le 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. En prélude à cet événement qui retrace l'histoire la plus sombre du pays des 1000 collines, nos envoyés spéciaux Mousokoro Sereme et Gaussou Touré sont dans la capitale rwandaise. Ils nous feront découvrir le mémorial dédié aux victimes de cette tragédie qui a coûté la vie à des milliers de Rwandais. Nous ferons le point de l'actualité internationale dans ces 13 heures dimanche. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Diorté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? 3 disciplines sont au menu de la page sport. Il s'agit du football, du basketball et d'athlétisme. En football, il sera question des compétitions interclubs de la CAF et la Ligue 1 malienne. La 5e journée du championnat national de basketball et la 31e édition du meeting des 100 ont rendu leur verdict ce samedi. Les sports dans une vingtaine de minutes. Et puis, Focus Santé, rendez-vous en fin de journal. C'est un numéro consacré à l'alimentation en cette période de Ramadan. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Attaque du poste de sécurité de Bla sur la route de Koutiala. Hier, le gouverneur de Ségou s'est rendu sur le site en compagnie des responsables militaires et autorités locales. Après avoir constaté les dégâts matériels, le chef de l'exécutif régional a félicité les FAMA pour leur promptitude avant de les inviter à doubler de vigilance. On fait le point avec Fousséni Samake depuis Vers 1h, le poste de sécurité de Bla, situé sur la route de Koutiala, a fait l'objet d'une attaque terroriste. Les policiers, gendarmes et douaniers qui occupaient ces postes ont su repousser les assaillants avec l'appui d'une équipe de renfort des FAMA venus de Bla. Pas de pertes en vie humaine ni blessés. Commissaire principal Ségou Dambélé, commissaire de police de Bla. Les postes de sécurité ont pu résister jusqu'à l'arrivée du renfort. Ensemble, ils ont pu sécuriser les lieux. C'est pourquoi il n'y a pas eu de postes brûlés, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, uniquement des dégâts matériels. Donc nous sommes prêts à défendre la population, leurs biens. Le gouverneur a salué la promptitude des FAMA avant de leur apporter le soutien des plus hautes autorités nationales. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de Ségou. Nous devons être là pour constater ce qui s'est passé, remonter le moral des hommes et leur transmettre les félicitations et les encouragements des plus hautes autorités du pays. Force auxquelles je demande de rester constamment mobilisés et en alerte jusqu'à ce qu'on mette la main sur les derniers terroristes. Le chef de l'exécutif régional de Ségou a invité les populations et FAMA à serrer les coudes pour barrer la route à ces individus mal intentionnés. Ségou, Fousséni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Je vous l'annonçais dans les titres, le 7 avril prochain sera commémoré le 29e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le mémorial du génocide au Rwanda ouvre donc ses portes en prélude à cet événement à une trentaine de journalistes africains, dont des Maliens. Une véritable immersion dans le passé douloureux d'un pays qui renaît de ses cendres. Cette visite a donc permis à ces hommes et femmes de médias de s'informer et de comprendre davantage le déroulement de ce massacre entre Tutsis et Hutus en 1994, au cours duquel plus de 800 000 personnes ont été tuées. Le récit de nos envoyés spéciaux à Kigali, Mousokoro Sereme et Gaussou Touré. Quartier résidentiel de Gisozi, à 3 km de la ville de Kigali. Nous sommes au mémorial du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis au Rwanda. Le musée ouvre ses portes à une trentaine d'hommes de médias de 12 horizons du continent africain, des journalistes venus se ressourcer, apprendre et comprendre l'histoire d'un peuple qui renaît de ses cendres 29 ans après cette tragédie humaine encore présente dans les esprits.
L'édifice est inauguré en 2004 à l'occasion du 10e anniversaire du génocide. Ici sont exposés les vestiges et autres preuves matérielles du massacre. Jean-Claude Mokabé, guide au mémorial du génocide à Kigali. Les Rwandais étaient bons, comme on l'avait vu, mais ils ont été juste séparés par l'histoire. Ils ont été juste même manipulés par les leaders. La même histoire se peut reproduire. Mais si une fois on a le facteur justifiant comme celui-ci, comme le mémorial, ça nous aide toujours à réfléchir encore une fois. Fournir un endroit digne du nom aux victimes du génocide et apporter de l'aide aux survivants, en particulier les veuves et les orphelins, tels sont, entre autres objectifs de ce mémorial, symbole fort de l'histoire contemporaine rwandaise. Une histoire dans laquelle certains médias ont joué un rôle capital, celui de la désinformation et de l'incitation à la haine et à la violence. Sous la conduite du guide du mémorial, non moins un rescapé du génocide, l'immersion dans le centre est marquée par un film de témoignages des rescapés, des documentations, des photos, ponctuées par des explications détaillées qui suscitent une indignation aux visiteurs du jour. Christian Gazambetti est journaliste centrafricain. Nous avons entre nos mains un pouvoir. L'information, la communication, cet outil, c'est un pouvoir qui peut servir pour le bien et servir également pour le mal. Et on voit que dans le cas du génocide au Rwanda, cela a servi pour le mal. Utilisons notre outil de communication, utilisons notre profession pour véhiculer le bon message, la bonne information, celle qui éduque, celle qui rassemble. Au total, plus d'1 million de personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont trouvé la mort lors de ce massacre, ainsi que des dizaines de milliers torturés, mutilés et violés. Ces scènes d'horreur représentées dans cette bâtisse provoquent un sentiment de tristesse chez Oda Denise, venue du Togo. C'est vraiment très émouvant de venir ici et de regarder tout ce qui s'est passé. Et en tant que femme, c'était vraiment insupportable pour moi. Mon message à l'endroit des dirigeants africains serait de cultiver la paix. Comme Denise et Christian, chaque année, ils sont près de 50 000 visiteurs locaux et internationaux à venir se ressourcer dans ce mémorial. Le processus d'enterrement digne des victimes du génocide qui a débuté en 2001 enregistre déjà plus d'1/4 million de disparus. Et d'autres fosses communes sont découvertes dans le pays chaque année, puis ramenées au mémorial. Ce qui nous conduit à l'actualité internationale. D'abord au Burkina Faso, le pays qui expulse des correspondantes des journaux français Le Monde et Libération. Les deux journalistes ont quitté Ouagadougou hier soir après avoir reçu une notification des services de la sécurité nationale. Les raisons de l'expulsion n'ont pas été révélées officiellement, mais elles avaient été entendues la veille vendredi par les services de sécurité. Plusieurs autres sources qualifient ces journalistes d'espions. En Côte d'Ivoire, la fête de la Renaissance s'est achevée hier soir. Une initiative du PPACI, de Laurent Gbagbo, qui célèbre l'acquittement définitif de la CPI de l'ex-président ivoirien. Une occasion pour lui d'être en contact direct avec ses militants, particulièrement les jeunes venus de tout le pays écouter leur leader. Au Soudan, la signature de l'accord politique global censé relancer la transition et remettre le pouvoir aux civils devait être signée hier samedi donc, entre représentants civils et militaires. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors vous suivez ce processus. Selon le porte-parole justement de ce processus, les différents acteurs ont convenu de s'accorder 5 jours supplémentaires en cause un différend non résolu autour des questions sécuritaires, n'est-ce pas? Les discussions achoppent sur la question de l'avenir des FSR, force de soutien rapide. Les FSR sont composés principalement d'anciens miliciens djandjaouites accusés d'atrocités au Darfour et d'être impliqués dans la répression de la révolte contre Omar el-Béchir, l'ancien dirigeant déchu en 2019. Comment les intégrer au sein des forces gouvernementales et dans quel délai, sur combien d'années? Le général Abdel Fattah al-Burhan et son second Mohamed Hamdan Daglo, surnommé Hemedti, patron des FSR, ne sont pas parvenus à un accord sur ces modalités. Autre point de blocage, l'avenir de certains officiers islamistes. Après 4 jours de discussions qui se sont étirés jusqu'aux premières heures ce matin, les obstacles n'ont pas été surmontés. Sans consensus sur la réforme des forces de sécurité pour parvenir à une armée nationale unifiée au Soudan,
c'est l'ensemble du processus pour remettre la transition civile en marche qui est freiné. Concrètement, que vise cet accord global politique? Cela fait des semaines que militaires, paramilitaires et civils soudanais discutent pour parvenir à cet accord politique global. Avant les questions relatives à l'armée, il y a eu celle de la justice transitionnelle. À terme, l'accord global doit permettre de cheminer vers l'adoption d'une nouvelle constitution, la formation d'un gouvernement civil jusqu'à l'organisation d'élections. Les protagonistes se sont donc donné 5 jours de plus. Nouvelle échéance annoncée pour la signature de l'accord le 6 avril prochain. Ibrahima Traoré, après le départ d'Omar El-Béchir en 2019, civils et militaires étaient représentés au sein du gouvernement de transition. Fin 2021, le passage en force du général Al-Burhan a entraîné un mouvement de protestation qui a duré plus d'1 an et contre lequel la répression a fait au moins 125 morts. Merci Nouhoum Sissoko pour toutes ces précisions. En République démocratique du Congo, on joue la prolongation pour l'enrôlement des électeurs dans l'est du pays. L'opération devait s'achever hier, 1er avril. La raison est invoquée, les zones occupées par les rebelles du M23 ne sont pas accessibles. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors ce n'est pas la première fois, que cette opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie de la RDC soit reportée. Précisément, c'est la deuxième fois, Ibrahima Traoré, que l'enrôlement des électeurs de l'Est de la République démocratique du Congo est prolongé et cette fois-ci de 10 jours. Cette partie du pays est toujours marquée par les violences et les déplacements des populations. Les rebelles du M23 mettent en garde. Si l'armée congolaise met les pieds dans ces zones censées être tenues par la force régionale, ils y reviendront. Or, il revient à cette armée et à la police d'accompagner et de sécuriser les opérations électorales. La force régionale de la communauté des États de l'Afrique centrale n'a pas ses mandats et la MONUSCO, dont la contribution logistique et sécuritaire est attendue, connaît des difficultés. Mais malgré ces difficultés, la mission onusienne a pu acheminer 126 tonnes de matériel électoral au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Noutiri. Je veux dire que bien que l'effectif de la force régionale se renforce avec l'arrivée des militaires burundais et ougandais, le bout du tunnel est encore loin. Beaucoup jugent d'ailleurs insuffisante cette force pour assurer la poursuite des opérations d'enrôlement et même amorcer le lancement dans les zones sous occupation du M23. De son côté, la Commission électorale nationale persiste et signe. Les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels, à savoir le 20 décembre 2023. Pour la présidentielle. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bourama Traoré. En Égypte, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu hier samedi au Caire son homologue syrien, Faisal Mekdad, pour une visite d'État. Cette visite du chef de la diplomatie syrienne est le signe de la relance des relations entre les deux pays et marque une sortie progressive de l'isolement diplomatique de la Syrie. Alors, Lassina Keita, vous suivez ce dossier pour la rédaction. Quelle est la raison fondamentale de cette visite et concrètement, quels ont été les sujets de discussion entre les deux ministres? D'abord, Ibrahima Traoré, il faut signaler que l'Égypte a toujours soutenu le pouvoir et l'armée régulière de Damas, tout en réclamant l'ouverture des négociations pour la réconciliation nationale. Cette visite du chef de la diplomatie syrienne Faisal Mekdad vise à relancer et à renforcer les liens entre les deux peuples dans un contexte de guerre civile en Syrie, au Yémen et en Libye. Une situation qui pourrait ouvrir la voie aux ingérences étrangères. Il n'est donc pas étonnant que les deux chefs de diplomatie soient d'accord sur la plupart des sujets, dont les moyens d'aider le peuple syrien à restaurer son unité et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Un accord aurait été convenu pour le renforcement du dialogue entre l'Égypte et la Syrie. Cette dernière reçoit de l'aide des pays arabes depuis le séisme auquel elle avait été victime en février 2023. Cette visite de Faisal Mekdad en Égypte intervient à un moment où la Syrie tente de sortir de son isolement diplomatique dans le monde arabe après en avoir été mise au banc en raison de la répression qui a déclenché la guerre dans le pays en 2011. Mais la reprise formelle des relations bilatérales se fera sans doute après le sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en Arabie Saoudite le 19 mai prochain, Ibrahima Traoré. Merci beaucoup, Lassina Keita. En Israël, des milliers de personnes ont manifesté hier pour la 13e semaine consécutive contre le projet de réforme du système judiciaire malgré la pause législative annoncée lundi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, ces manifestations se sont poursuivies partout dans le pays.
Oui, tout à fait. Brandissant des drapeaux israéliens, les manifestants ont défilé dans le centre de la ville en scandant démocratie et en portant des pancartes contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'un des plus à droite qu'ait connu Israël. Des rassemblements plus modestes ont eu lieu dans d'autres villes du pays malgré la pause demandée, comme vous l'avez dit, par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour donner une chance au dialogue après une journée d'intensification de la contestation, un début de grève générale et l'apparition de tensions au sein de la majorité, déclenchée notamment par l'annonce du limogeage du ministre de la Défense qui s'était prononcé pour une pause. Depuis l'annonce du projet de réforme de début janvier, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestent toutes les semaines pour dénoncer le projet et conspuer le gouvernement formé en décembre par Netanyahou. Pour le gouvernement, la réforme vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisé au profit du Parlement. Les détracteurs de la réforme estiment au contraire qu'elle risque de mettre en péril les principes démocratiques en usage en Israël en faisant sauter des garde-fous. Ils craignent qu'elle ouvre la voie à une dérive autoritaire. Une rencontre a eu lieu le 28 mars entre les représentants de la majorité et des deux principaux partis de l'opposition dans le cadre d'une médiation sous l'égide du président Isaac Herzog. Plusieurs analystes politiques et responsables de l'opposition se montrent toutefois sceptiques sur les chances de succès de la médiation présidentielle. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangari. Et le reste de l'actualité internationale en plus bref à présent, la Finlande dans l'actualité, la jeune et populaire Premier ministre social-démocrate Sanna Marin tente ce dimanche d'arracher un deuxième mandat. C'est face à ses rivaux de droite et d'extrême droite dans des élections législatives qui s'annoncent très serrées. Et puis, le Monténégro vote également ce dimanche pour élire son président. Un second tour tendu entre le jeune économiste libéral Jakov Milatovic, 36 ans, et l'inaltérable Milo Djukanovic, 61 ans, au pouvoir depuis 3 décennies dans ce minuscule pays des Balkans. Au premier tour, le 19 mars dernier, il n'a obtenu que 35% des suffrages et n'a presque pas de réserve de voix, tandis que tous les autres candidats se sont reportés sur son jeune rival. Le pape François a célébré ce dimanche sur la place Saint-Pierre au Vatican, Saint-Pierre au Vatican, la messe du dimanche des rameaux devant 30 000 personnes. Cette cérémonie lance les célébrations de Pâques. C'est au lendemain de sa sortie d'un hôpital de la capitale italienne pour soigner une bronchite. Le souverain pontife de 86 ans a salué brièvement la foule tandis qu'il se déplaçait sur la place à bord de sa papamobile, affichant un air grave. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Fangourou Djourté, bien installé, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. D'abord du football avec le Real de Bamako qui défie ce soir à Tunis l'US Monastir. C'est au compte de la dernière journée de la phase de groupe de la Coupe CAF. Oui, toutes les rencontres de la 6e et dernière journée de la Coupe de la Confédération de la CAF se jouent ce dimanche. Dans le groupe D, le Real de Bamako, déjà éliminé, affronte l'US Monastir de Tunisie à 20h temps universel. Dans ce groupe, ce sont les Tanzaniens de Young Africans et les Tunisiens de l'US Monastir qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Le Real et le tout-puissant Mazembe sont éliminés. L'objectif pour les deux clubs éliminés est de terminer au moins à la 3e place. Pour les deux premiers, c'est la suprématie du groupe qui est en jeu. Pour le moment, Young Africans et l'US Monastir ont 10 points chacun. Le Real de Bamako a 5 points et le tout-puissant Mazembe ferme la marche avec 3 points. Dans les autres groupes, Marumo Gallants d'Afrique du Sud et USM Alger se disputent à distance la première place du groupe A puisque les deux équipes sont déjà qualifiées. Dans le groupe B, c'est la première place qui est en jeu également entre les Ivoiriens d'Asec Mimosa et les Nigérians de Rivers United. Les deux clubs ont chacun 10 points et sont déjà qualifiés. Enfin, dans le groupe C, les formations égyptiennes, Pyramids FC et Futur FC s'affrontent pour accompagner l'AS FAR de Rabat, déjà qualifié, même si les Marocains doivent encore assurer leur première place du groupe face aux Togolais de l'ASCO de Kara. Compétition interclub toujours sur le continent et cette fois-ci
En Ligue des Champions, Al-Ali d'Égypte valide sa qualification en quart de finale. Oui, les Égyptiens, troisième avant le match, ont battu et doublé Al-Hilal du Soudan. Une victoire 3-0 nette et sans bavure. Dans l'autre rencontre de ce groupe, les Mamelodi Sundowns ont battu les Camerounais du Coton Sport 2-1. Les Sud-Africains finissent ainsi en tête du groupe B avec 14 points. Al-Ali suit avec 10 unités. Les Soudanais d'Al-Hilal sont troisième avec le même nombre de points, alors que Coton Sport quitte cette Ligue des Champions avec 6 défaites en autant de sorties. Les premières places étaient en jeu dans le groupe A et D. Dans le groupe A, le Wydad champion en titre a battu la JS Kabylie 3-0. Petro Luanda s'est offert l'AS Vita Club de la RDC par 1-0. Le Wydad premier 13 points et la JS Kabylie deuxième 10 points étaient déjà qualifiés pour les quarts. Petro Luanda termine troisième avec 7 points. Dans le groupe D, l'Espérance de Tunis a aussi conservé sa première place, 11 points, avec un nul 0-0 contre le CR Belouizdad d'Algérie. Avec 10 unités, Belouizdad finit deuxième et accompagne l'Espérance de Tunis en quart de finale. Zamalek finit troisième avec 7 points, 2 de plus que les Soudanais d'Al-Merek. Ici au Mali, la 13e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. Une journée marathon commencée samedi 1er avril. La journée se poursuivra jusqu'au 7 avril. Cet après-midi, le club olympique de Bamako, COB, 14e 10 points, accueille le Djolobassé, leader 24 points, à Koulikoro au stade Mamadou Diarra H. Demain lundi 3 avril, il y aura un duel entre deux poursuivants directs. L'AS Black Star, 5e 18 points, sera face à l'US Bouni, 4e 19 points. En ouverture de cette 13e journée, à Koulikoro, l'AS Police et le Stade Malais de Bamako, respectivement 12e 14 points et 6e 15 points. Avant cette rencontre, on fait match nul 0-0 à Ségou. L'AS Bakaridian a gagné contre l'Union sportive du Cercle d'Ekita par le score de 3-1. En basketball, la 5e journée du championnat national s'est achevée hier samedi. Chez les dames, les Stadis gardent la tête du classement grâce à leur victoire 88-80 sur l'USFAS. L'AS Real et l'AS Police, respectivement 2e et 3e avant la 5e journée, ont tous perdu. Les Scorpions ont été battus par Calaban Sport Club 70-58 et les Policières ont été dominés 62-51 par les Jolibistes. Du côté des messieurs, Atar Club, leader avant cette journée, est tombé devant l'AS Real 65-64 et perd du coup son fauteuil de leader au profit de son adversaire du jour. L'autre bonne opération de la 5e journée a été réalisée par le Djolobassé qui a pris le meilleur sur l'AS Police 70-59. L'USFAS, quant à elle, reste 3e au classement malgré son revers 62-85 face au Stade Malien de Bamako qui faisait son entrée en matière. Athlétisme pour terminer. Rideau sur la 31e édition du meeting de Sens. C'était hier au stade Marcel Dacko. Oui, au classement général, l'USFAS est monté sur la première marche du podium avec 20 médailles, 9 en or, 8 argent et 3 bronzes. L'AS Police est arrivé à la deuxième place avec 15 médailles, 7 en or, 6 argent et 3 bronzes. L'AS Real complète le podium avec 5 médailles, dont 2 en or. Merci beaucoup, Famourou Diorté, pour toutes ces informations sportives. Focus Santé. Le mois de Ramadan, une période de forte consommation de certains aliments comme le sucre, le sel, l'huile ou encore la date. Ces aliments consommés après la rupture de façon démesurée souvent peuvent être source de maladies. La question que l'on se pose finalement est: le jeûne favorise-t-il la santé ou la maladie? Réponse dans Focus Santé signée Baraki Sawatara. Le mois de Ramadan est la période pendant laquelle la consommation des produits de première nécessité augmente. La preuve, à chaque veille de Ramadan, le gouvernement se rassure que les marchés sont bien ravitaillés afin d'éviter toute rupture de stock. Le sucre, le sel, l'huile et les dattes sont les plus consommés. Certaines familles doublent, voire triplent leur consommation durant cette période. La famille Keïta à Djikoronipara ne fait pas exception. Mahamadou Falay Keïta, chef de famille. Présentement, parce que nous faisons des kenkeliba, nous faisons aussi la bouillie. Et des fois les kenkeliba dans la journée, parce que le matin et le soir. Donc cela demande du sucre, assez de sucre. Keïta Astou Keïta, mère de famille. Avant le ramadan, on consommait 1 demi-litre d'huile par jour. Mais pendant le ramadan, on en consomme plus avec les friture, les sauces. On peut donc aller d'un demi-litre à 10 litres par jour. Selon M. Keïta, cette forte consommation sert à compenser le temps de jeûne dans la journée. D'autre part aussi,
cela se compense un peu avec le jeûne. Parce que toute la journée, on ne boit pas de l'eau, on ne mange pas non plus. Mais notre endocrinologue nutritionniste n'est pas du même avis. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. En ce qui concerne la consommation de l'huile, du sucre et du sel, c'est déconseillé, même en dehors du mois de Ramadan, mais beaucoup plus au cours du mois de Ramadan. Les musulmans qui jeûnent, qui consomment beaucoup de sel, il faut savoir que le sel demande beaucoup d'eau. Donc une fois que vous consommez beaucoup de sel, en dehors du fait que ça peut entraîner une élévation de la pression artérielle, qu'on appelle la tension artérielle, donc ça peut entraîner une déshydratation tout au long de la journée. Pareil pour le sucre. Sa forte consommation peut entraîner une élévation accrue de la glycémie. Il en est de même pour l'huile. Sa consommation excessive contribue au risque cardiovasculaire. C'est pourquoi le spécialiste conseille en ces termes. Dr Amadou Kone, endocrinologue nutritionniste à l'hôpital du Mali. Ce qui est très recommandé pendant le jeûne du mois de Ramadan, c'est surtout les repas sautés avec l'huile, un peu d'huile, et vous mettez beaucoup de légumes, de fruits ou du poisson. Maintenant, vous faites cuire les aliments au four ou vous faites griller les aliments. C'est ce qui est recommandé pendant le mois de Ramadan et pour éviter de consommer une grande quantité d'huile. Un autre aliment très prisé pendant ce mois, c'est la date. Si elle est conseillée religieusement et traditionnellement, elle l'est également sur le plan sanitaire. Dr Amadou Kone. Il faut savoir que consommer la date, c'est un aliment qui est très riche en fibres. Et vraiment, après 15 à 16 heures de jeûne, 3 morceaux de date est vraiment conseillé à la rupture. Et le sucre qui en contient ne posera aucun souci. En conclusion, le jeûne favorise plutôt la santé si et seulement si les conditions d'une bonne alimentation sont respectées, c'est-à-dire ne pas consommer plus que vous n'en perdez. Focus Santé. Merci donc Baraki Sawatara que vous allez retrouver dans quelques instants dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. À la réalisation, Lassina Keita, la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré à la coordination éditoriale. Bourama Traoré, la grande édition du soir. Ce soir donc c'est à 20h30. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.